Science. Bonjour et bienvenue pour ce Stop Science, aujourd'hui consacré à l'organe sans lequel Stop Science n'existerait pas, le cerveau. En tant que centre nerveux à l'origine de notre personnalité, de notre comportement et de notre intelligence, le cerveau est un peu à l'homme ce que l'incisive est au rongeur ou encore la carapace à la tortue. C'est la clé de notre survie. Il ne le savait certainement pas, mais le premier hominide qui a eu un jour l'idée de jeter une pierre sur ses congénères plutôt que de les affronter à main nue, venait en fait de poser la première pierre de l'évolution du genre humain. C'est beau ce que tu viens de dire, dis donc. Je sais, merci. Mais ne nous y trompons pas, l'homme n'a pas non plus démarré de zéro pour ce qui est de l'intelligence. Bien avant de donner naissance à l'homme, les primates étaient déjà les mammifères les plus encéphalisés et certainement les plus intelligents. Mais au fait, est-ce qu'un cerveau plus gros signifie vraiment être plus intelligent ? Non, parce que les oiseaux sont très réputés pour leur crâne de piaf, alors que les perroquets et les corbeaux disposent d'une intelligence certaine. Ils peuvent même communiquer avec l'homme et se reconnaître dans des miroirs. Et que dire des invertébrés comme les poulpes et les fourmis ? Du haut de leurs minuscules ganglions nerveux qu'on a peine d'ailleurs à appeler un cerveau, les premiers sont capables de résoudre des problèmes complexes alors que les seconds vivent dans des sociétés dont la parfaite organisation laisse songeur. Alors, pourquoi un gros cerveau serait-il mieux qu'un petit pour être intelligent ? Du point de vue strictement théorique, selon le principe dit de la masse propre, un plus petit cerveau devrait disposer de moins de place et donc comporter moins de tissu cérébral. Moins de tissu cérébral serait égal à moins d'intelligence. Ça, c'est la théorie, et comme toute théorie, elle s'appuie sur des hypothèses. La première de ces hypothèses étant que la taille des cellules cérébrales, les neurones, les astrocytes et les cellules gliales est la même pour toutes les espèces. La deuxième étant que les replis du néocortex, qui en augmentent considérablement la surface dans un volume égal, ne jouent pas de rôle significatif dans le fonctionnement du cerveau. Et la troisième que le connectome, c'est-à-dire que l'ensemble du réseau des connexions des cellules cérébrales entre elles, ne varie pas entre les espèces et ne joue pas non plus de rôle significatif dans le fonctionnement du cerveau. Dis donc, ça fait quand même beaucoup de trucs à négliger tout ça là pour que ce soit vrai quand même, parce que bon, elle a pas l'air de casser des noix cette théorie, hein. Sur le papier, c'est sûr qu'elle a l'air fumeuse, mais dans la pratique, elle se défend pas mal. Regarde l'œil par exemple. L'œil a la même origine embryologique que le cerveau. Chez un animal diurne comme chez l'homme par exemple, sa taille est normale, mais chez un animal nocturne comme le tarsier, alors l'œil est hypertrophié, ce qui lui permet de capter plus de lumière. A l'inverse, l'oreille interne, qui, comme l'œil est d'origine cérébrale, montre une atrophie des canaux semi-circulaires chez les cétacés. Or, ces structures, ici coloriées en jaune, servent normalement à capter les mouvements de la tête par rapport au corps. Mais comme les dauphins et les baleines n'ont plus de cou, et ne peuvent plus bouger la tête du coup, eh bien les canaux semi-circulaires ne servent plus à rien. Enfin, plus généralement, il est indéniable que les espèces de mammifères qui ont le cerveau le plus gros sont les plus intelligentes. Les éléphants, les primates et les cétacés sont les trois groupes de mammifères chez qui le cerveau est le plus gros, et il n'y a que chez eux que l'on rencontre des signes d'intelligence tels que la vie en société, la capacité à fabriquer des objets en réponse à des besoins ne pouvant être résolus immédiatement, ou encore la reconnaissance dans un miroir qui dénote une certaine forme de conscience de soi et même une certaine conscience de la mort, comme chez les éléphants qui savent reconnaître les ossements de leurs congénères et qui les rassemblent soigneusement. Donc il y a quand même une assez bonne corrélation entre intelligence et taille du cerveau, au moins chez les mammifères. Oui, enfin, la taille du cerveau, c'est quand même pas tout. Prenons l'exemple des éléphants nains, une espèce d'éléphant éteinte très récemment qui vivait en Sicile il y a quelques milliers d'années à peine. Cet éléphant avait un cerveau de 2 kg environ, soit un peu plus gros que le cerveau d'un être humain moyen qui fait normalement 1,4 kg. Avec son cerveau de 2 kg pour un poids de 150 kg, ce petit pachyderme avait un rapport entre masse cérébrale et poids du corps incroyablement proche du nôtre. Rendez-vous compte, chez un éléphant actuel, le cerveau fait 5 kg. C'est quelques kilos de plus, oui, mais par rapport au reste qui fait plus de 5 tonnes... Si la taille du cerveau était tout ce qui importe, alors ce petit éléphant aurait dû être extrêmement intelligent, plus que ses proches parents vivants, et au moins autant que nous. Mais les preuves paléontologiques sont formelles, ces éléphants se comportaient bel et bien comme des éléphants, et rien d'autre. Donc, avoir un gros cerveau, c'est bien joli, mais ce n'est pas tout, n'en déplaise à ceux qui le croient. Bon, maintenant ça va bien, un coup ça marche, un autre ça marche pas, puis ça marche en théorie, puis ça marche plus, puis ça marche chez les mammifères, et puis ça marche plus si bien que ça finalement, il y en a ras-le-bol. Si associé à la taille du cerveau à l'intelligence ne fonctionne pas aussi bien que cela devrait, alors pourquoi est-ce qu'on continue de le faire ? La réponse est très simple, c'est juste la chose la plus simple à étudier. Et aussi c'est la seule donnée à propos du cerveau qui peut fossiliser. Et oui, le moulage de la boîte crânienne, qu'on appelle moulage endocrânien, est très facile à faire à partir d'un crâne
et ils se préservent naturellement dans le registre fossile. C'est pas beau ça. Par contre, la boîte crânienne, ce n'est pas le cerveau. Du coup, même si on conserve une bonne idée de la taille approximative du cerveau, en étudiant le moulage endocrânien, on perd les informations concernant sa morphologie et les fissures qu'il recouvre. Ainsi que toutes les informations sur l'aspect et la physiologie du tissu cérébral et sur le connectome. Ceci étant mis au point, que nous apprend l'étude des moulages endocrâniens des hominidés fossiles sur l'évolution de notre cerveau. En premier lieu, si vous croyez qu'on ne savait rien à ce propos, eh bien détrompez-vous. Les paléontologues possèdent une masse de données considérables concernant l'évolution de la taille de l'endocrâne chez les hominidés fossiles. Mais décortiquons tout cela ensemble. Alors, tout commence avec Toumaï et les australopithèques, c'est-à-dire Lucie et ses comparses. Bien que déjà tout à fait bipèdes, la taille de leur endocrâne est à peu près la même que chez les chimpanzés, soit 400 à 500 cm3. On notera donc que le volume du cerveau et la bipédie n'ont pas évolué de concert, et qu'entre 10 millions d'années et 2 millions d'années, la taille du cerveau n'a pas beaucoup bougé chez les hominidés. Les choses s'accélèrent chez le genre Homo. À l'époque des derniers australopithèques, apparaît le premier représentant du genre Homo, Homo habilis, qui avait un cerveau à peine plus gros que ses prédécesseurs, 600 cm3 environ. Là où les choses vont vraiment changer, c'est chez Homo erectus. Là, la taille du cerveau va être presque multipliée par 2. Et elle augmentera encore de 50% pour atteindre 1500 et 1400 cm3 en moyenne chez l'homme de Néandertal et chez nous respectivement, dernier représentant apparu de cette histoire. Mais n'allez surtout pas vous imaginer que nous sommes le point culminant de cette évolution. Car certains Homo erectus en Afrique ou encore en Asie, comme l'homme de Pékin par exemple, ont atteint de façon complètement indépendante des tailles de cerveau qui n'ont rien à envier à la nôtre. En fait, la tendance à l'augmentation de la taille du cerveau n'est pas un phénomène unique. Elle a eu lieu plusieurs fois dans de nombreuses lignées d'hommes. Il y a d'abord eu 2 lignées d'Homo erectus, l'une africaine et l'autre asiatique dont nous venons de parler. Mais il y a aussi l'homme de Néandertal et l'homme moderne, tous les deux descendants de deux autres populations différentes d'Homo erectus. Et le développement parallèle de deux cultures très différentes chez ces deux espèces rend bien compte de celle du cerveau, comme en témoigne la pratique des arts et des rites funéraires chez l'homme de Néandertal et chez l'homme moderne, mais pas chez Homo erectus. Quoi qu'il en soit, les données montrent des ramifications lors de l'évolution de la taille du cerveau, qui n'ont rien à voir avec la vision simpliste linéaire et pourtant omniprésente d'une tendance à l'augmentation dans notre seule lignée. Cette vision simpliste est d'autant plus fausse que récemment ont été découverts en Géorgie 5 crânes appartenant justement à Homo erectus, et montrant que chez cette espèce d'homme, la taille du cerveau pouvait énormément varier d'un individu à l'autre, aussi bien vers de grandes tailles que des toutes petites. Mais si vous persistez vraiment à vouloir croire que l'évolution du cerveau a été un long fleuve tranquille et sans ramification, nous avons peut-être la solution. Il suffit de prendre la taille moyenne du cerveau de chaque espèce, et alors c'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle. Notre belle ligne droite tant convoitée apparaît. Oh attends là, minute papillon! Tu oublies un peu de nous parler de l'homme de Flores, le fameux hobbit des paléontologues. Avec son cerveau d'à peine 380 cm3, même rapporté à son poids plume, son cerveau était de la taille de celui d'un chimpanzé ou d'un australopithèque. Et il aurait vécu entre moins 100 000 et moins 10 000 ans, à la même époque que l'homme moderne et l'homme de Néandertal. L'homme de Flores nous démontre donc que le volume du cerveau n'a pas fait qu'augmenter chez l'homme. Il s'est diversifié. C'est exactement ce qui s'est aussi produit chez les odontocètes. Partis de très peu de diversité en termes de taille de cerveau il y a 40 millions d'années, leur cerveau a grandi chez les dauphins alors qu'il est devenu proportionnellement plus petit chez le cachalot, à tel point que ce dernier possède un cerveau proportionnellement aussi petit que celui des plus anciens cétacés connus, les archéocètes. Bon alors finalement, si on prend l'évolution des techniques comme témoignage direct de l'intelligence des hominidés et qu'on la compare à l'évolution du cerveau, est-ce que finalement on constate une corrélation ? À première vue, la réponse est oui. L'apparition des galets aménagés coïncide à peu près avec celle des premières espèces du genre Homo, c'est-à-dire des hominidés dont le volume encéphalique moyen dépasse celui d'un chimpanzé. C'est peut-être aussi à cette même époque qu'a dû se développer l'aire de Broca, une petite région du cortex à l'origine de la coordination motrice nécessaire à la fabrication d'outils, mais aussi et surtout à la parole. La fabrication d'outils est un artisanat qui nécessite une transmission au moins orale du savoir. Il semble donc raisonnable de penser que la fabrication d'outils et la parole soient apparues en même temps et coévolué chez le genre Homo. Ce qui est d'autant plus probable que ces deux fonctions sont présidées par la même région du cerveau.
Puis au fur et à mesure que la taille du cerveau augmente, apparaissent les premiers bifaces. Puis la domestication du feu. Et enfin, chez l'homme moderne et néandertal, apparaissent la taille moustérienne, les peintures rupestres, et j'en passe. Donc cette fois c'est sûr, la taille du cerveau et l'intelligence sont bel et bien liées. Attention là, pas trop vite, nous parlons ici d'intelligence en nous basant sur le progrès technologique. Mais la vitesse à laquelle ce type de progrès a eu lieu ces 50 dernières années sans pour autant qu'il soit lié à une modification de la taille du cerveau nous montre qu'il faut rester prudent. Et d'ailleurs, rappelez-vous de notre homme de Florès. Malgré son petit cerveau, les paléontologues et les archéologues l'ont découvert associé à des tas de pierres finement taillées ainsi qu'à des foyers de feu. Le hobbit maîtrisait donc le feu, et les mêmes techniques de taille que ses contemporains au cerveau hypertrophié. Plutôt pas mal pour une espèce dont le cerveau était pourtant de la même taille que celui d'un chimpanzé et de ses lointains cousins les australopithèques et toumailles. En conclusion, l'évolution de la taille du cerveau chez l'homme ne se résume pas à cette vision simpliste et linéaire d'une longue et lente augmentation de sa taille au fil du temps et des espèces. La taille du cerveau a augmenté de façon convergente chez de nombreuses lignées d'hommes, en particulier d'Homo erectus, et a même diminué chez l'homme de Florès. Il n'y a donc pas de direction privilégiée dans l'évolution de la taille du cerveau. Elle augmente ou diminue selon les circonstances, selon que la sélection naturelle favorise l'une ou l'autre tendance dans des circonstances précises. Le cas de l'homme de Florès, n'en déplaise à certains, montre que l'évolution de l'homme et de son cerveau ne peut pas se résumer à une simple ligne droite. Elle est buissonnante, se diversifie et de ce fait est imprévisible. Le fait que ce soit nous qui représentions la dernière espèce humaine vivante est un concours de circonstances. Et sachant toutes les voies évolutives qu'ont pu arpenter nos cousins dans le passé, tenter de prédire l'évolution future de notre cerveau est un exercice plus complexe qu'il n'y paraît. Et c'est sans compter le fait que le cerveau ne sert pas qu'à la cognition, c'est aussi l'organe qui coordonne vos mouvements inconscients, qui vous aide à vous réchauffer, et qui contrôle la sécrétion d'une très grande quantité d'hormones, y compris les hormones de croissance et sexuelles. Du coup, le limiter à son seul usage dans l'intellect est un peu dévalorisant. Et finalement, à l'ère de la miniaturisation de l'informatique, où devenir plus petit signifie devenir toujours plus performant, prétendre être le plus intelligent parce qu'on a le plus gros cerveau, ne serait-il pas un petit peu dépassé ? Pour ne pas dire primitif ?